On vous retrouve, Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour, merci de venir nous voir, président du Cercle des économistes et auteur de ce livre « Un monde de violence et après » aux éditions Erol, coécrit avec Michael Beribi. La violence, c'est toujours d'actualité. La violence d'une guerre commerciale qui s'est déclenchée. Pourtant, ce livre, c'est une réédition, une réécriture. La guerre commerciale, c'est finalement une cerise sur le gâteau? Alors, d'abord, juste pour revenir, c'est le tome 2 en réalité de Un monde de violence. Et il y a 10 ans, on avait annoncé avec Michael, ce qui était assez hasardeux à l'époque, qu'il y aurait des guerres réelles en Europe, ce qui paraissait surréaliste. De la même manière, je crois que si on ne prend pas les propositions, on n'en prend pas certaines qui sont en fait la deuxième partie du livre, on va quand même vers une période de très grande difficulté, parce que tout nous conduit à, j'allais dire, un blocage de nos sociétés. Et quand je dis blocage, c'est un peu plus que ça, c'est à des tensions extrêmement fortes de nos sociétés. C'est lié, pour résumer, à la fois au vieillissement de la population, qui est majeur. Hein. L'histoire du monde, c'est l'histoire... Mais justement, vieillissement, ça doit être une population plus sage et moins guerrière. Non, mais d'abord, elle n'est pas plus sage, les êtres humains ne sont pas plus sages. Quand vous regardez bien, Trump, il a 78 ans, Xi Jinping, je ne sais plus quel âge il a, mais c'est pas un jouvenceau. Les bons exemples. Poutine, c'est pas non plus un adolescent. Donc, ça ne rend pas du tout les gens plus sages. Et puis, il y a cette difficulté finalement à croître, parce que la croissance, ça calme tout le monde. Mais la réalité, c'est que la croissance mondiale, quoi qu'il arrive au-delà de Trump, est au fond en train de diminuer. Les chiffres que sortait je ne sais plus qui hier sur la Chine étaient vraisemblablement de 2,5% par an. Hein, donc c'est plus du tout de croissance, donc c'est plus du tout une croissance importante. Et en réalité, les États-Unis, emmenés par cette espèce de tension inimaginable de Trump, vont vraisemblablement avoir quasiment une stagnation. Donc on est dans un dispositif qui est compliqué, qui attise les tensions. Trump, c'est terrible, mais c'est un détonateur d'une situation qui, quoi qu'il arrive, préexiste et qui, personne ne peut imaginer que deux grands pays ne se battent pas pour l'hégémonie mondiale. Ça a toujours été le cas. Ce serait quoi la proposition choc, la rupture, parce que vous faites quand même 14 propositions de rupture dans ce livre. Là, face à la guerre commerciale, à quoi il faut rêver? Une zone États-Unis, Europe, 0% droit de douane, comme l'a proposé Elon Musk? Non, il faut calmer le jeu. Ce qui est aujourd'hui l'objet de ce qui est proposé, enfin ce qu'il a imposé à l'Europe, c'est ennuyeux, mais c'est pas non plus la fin du monde. Hein. C'est pas 10%, c'est pas la fin du monde. La négociation va commencer. La négociation est compliquée du côté européen aussi, parce qu'on oublie de dire que nos amis irlandais, que j'ai connus dans ma jeunesse, il y a quelques décennies, comme le pays le plus pauvre d'Europe, avec le Portugal, est devenu le plus riche. Pourquoi? Parce qu'il a installé les GAFA, etc. Donc, ils vont être prudents. Quant à nos amis allemands, qui sont la grande puissance exportatrice européenne, je rappelle qu'ils ne vont pas se rentrer en guerre avec la Chine. Parce que la Chine, c'est un de leurs débouchés majeurs. Et une des raisons du ralentissement de l'économie allemande, c'est le fait que le ralentissement de l'économie chinoise. Quant à la même Allemagne, je rappelle aussi que son épargne, quand on dit l'épargne européenne, va vers les États-Unis pour consolider les déséquilibres, notamment commerciaux. Mais ce n'est pas l'épargne européenne, c'est l'épargne allemande et néerlandaise. Sous un vocable général de 27 pays, en fait, c'est les Allemands. Nous, on a besoin d'épargne, donc on a un problème en réalité de... Et on a l'Italie aussi qui cherche plutôt à se rapprocher des États-Unis. Et l'Italie, parce que c'est un grand pays exportateur. Donc on a plus que nous. Alors nous, il y a des secteurs où on est le luxe, etc. Mais enfin, on a vu que déjà LVMH allait s'implanter, mais c'était même avant Trump, allait s'implanter plus aux États-Unis. Donc le mouvement avait été lancé bien avant. L'IRA de Biden, de Papy Biden, que tout le monde aimait parce qu'il était sympa comme tout, mais il avait quand même déjà lancé la bagarre. Mais alors c'est quoi par rapport à il y a 10 ans sur l'Europe, on n'a pas avancé si en fait on est toujours désunis comme ça?
Sur l'Europe, si. Je pense que la négociation intra-européenne n'a pas commencé. Donc aujourd'hui, et plutôt il y a 2-3 jours, venait aller le commissaire au commerce international, mais dans la réalité, la vraie négociation n'a pas commencé. Interne, je rappelle, les Irlandais, ils sont capables de se bagarrer. Hein. Ils ne vont pas laisser une taxe sur les GAFA se faire sans... Donc justement, oui, un de vos dada, parce que vous aviez écrit un livre dessus, le démantèlement des big tech. C'est impossible d'arriver à ça? Bien sûr que si. Et je vais vous dire, le démantèlement de GAFA, objectivement, bien avant les pitreries d'Elon Musk, auront lieu tout simplement à cause des pitreries d'Elon Musk. Comme tout ça va se terminer quand même par soit une conclusion, j'espère, hein, mais très tendue et un peu dramatique, soit une conclusion d'équilibre d'un monde nouveau. Une véritable rupture, c'est le monde entier qui est en pleine rupture. Le père Elon Musk, si talentueux soit-il, il va en prendre pour son grade. Donc il va y avoir quand même une réaction. Oui, mais les entreprises américaines de la tech, elles ont besoin de la Maison-Blanche autant que la Maison-Blanche a besoin d'elles. Donc il y a une sorte de pacte de zéro agression où ils vont rester... c'est America First de toute manière. Je suis d'accord, sauf qu'on le voit avec Elon Musk, c'est l'histoire de Fouquet, c'est l'histoire qu'à un moment, quelqu'un veut remplacer il veut remplacer le roi et les politiques n'accepteront jamais ça. Alors, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, mais vous avez vu ce qui est passé pour Alibaba en Chine, il voulait se substituer au Parti communiste, ben, c'est pas possible. Il a disparu quelques mois. C'est pas possible, il est disparu, il est revenu, puis il redisparaît. Donc, je dis pas que la même chose va se passer, mais ils seront démantelés. Et c'est un bien pour tout le monde. Pourtant, si on regarde la productivité, qui est quand même aussi un élément de différenciation des États-Unis par rapport à l'Europe, si on fait sur les big tech, sur l'IA, sur la course à l'IA, parce que c'est quand même ça aussi demain, on va avoir beaucoup moins de gains de productivité qu'avant. En Europe, alors c'est la plus grande énigme pour les économistes aujourd'hui. Pourquoi les gains de productivité partout sont-ils si faibles ? Une des raisons, c'est que ce sont des sociétés dans lesquelles il y a énormément de travaux de service, des voituriers, puis les gens, il se trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont beaucoup d'argent et ils adorent qu'on leur porte leur valise. Mais là, il n'y a pas de gain de productivité. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des big tech, mais les gains de productivité liés à l'IA, pour le moment, ne sont pas évidents nulle part dans le monde. Donc c'est une des raisons en réalité d'un monde qui ralentit, qui un peu partout, qui au fond remet en cause le grand équilibre qui avait été imaginé au début des années 2000 entre les pays développés, c'est-à-dire nous, et tout particulièrement les États-Unis et la France. On transfère toutes nos activités productives vers la Chine, et les autres pays émergents, et nous, on est tellement intelligents et ils sont tellement faibles. Mais du coup, on perd en productivité par rapport... La statistique, c'est que la productivité du travail a reculé d'environ 3,5% entre 2019 et 2023, à comparer avec un pourcentage au niveau européen. Oui, il y a des tas de raisons. Une des raisons, c'est qu'on a conservé beaucoup de monde à la suite de la Covid. Il y avait ce besoin. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de travaux de service. La troisième raison, c'est le rapport à l'activité, le rapport au travail. Est-ce que c'est aussi parce qu'on est moins jeune en Europe qu'ailleurs ? Oui, bien sûr. Le vieillissement, c'est terrifiant pour la croissance, pour la productivité, pour la quantité de travail, pour tout. C'est pas bon. L'année dernière, on parlait du réarmement démographique. On l'a finalement laissé tomber un peu rapidement pour un vrai réarmement cette fois-ci, mais c'est quand même une erreur de ne pas avoir mis en place ces mesures annoncées un temps par Emmanuel Macron. Oui, sauf regardez à quel point la démographie et notamment le taux de natalité, c'est compliqué. C'est très difficile. Regardez, la Chine a vécu avec l'enfant unique. Puis un jour, comme ils se sont aperçus que c'était absolument dramatique, ils ont réouvert le jeu. Et en fait, les Chinois n'ont pas augmenté leur taux de natalité. Le summum du taux de natalité en faiblesse, c'est la Corée du Sud, 0,7. C'est rien. Ça veut dire que la Corée du Sud perd du monde, perd de la population tous les jours. Donc vous voyez,
Nous, en Europe, dans le monde, pardon, pour qu'on reconstitue, qu'on reste à 8 milliards, alors on va un peu continuer à augmenter lié à des phénomènes du passé. On va arriver, il y a un grand débat, on va arriver vraisemblablement en 2045 au summum. Et on commencera à décroître. Tout simplement parce que le taux de natalité du monde entier sera inférieur au taux de natalité qui permet le renouvellement de la population. Alors vous faites une proposition dans ce livre assez choc justement pour favoriser la jeunesse et centrer le monde sur la jeunesse. Toute mesure prise ne peut être néfaste aux jeunes. Mais ça veut dire que quand même beaucoup de décisions qu'on a prises dans nos politiques publiques ne sont pas en faveur des jeunes, plutôt en faveur des retraités qu'on essaie de préserver, de cajoler. Très bon exemple. Vous avez tapé dans le mille. La jeunesse, c'est le seul moyen d'éviter un drame mondial. Seul moyen. Parce que les jeunes comme vous, ils ont moins envie. C'est les vieux qui ont toujours envie d'aller se bagarrer. J'entends des gens dans les télévisions, ils sont prêts à débarquer, envoyer des bombes nucléaires. Enfin, il y a quand même toujours une espèce. Les va-t-en-guerre sont des dangers publics. Toujours, depuis la création de l'humanité. Les jeunes, ils sont calmes, ils ont leur vie à faire. Donc l'idée, c'est de se dire ça. Vous prenez l'exemple des retraites. On aurait évidemment une progression très rapide du sujet des retraites en France, qui n'est pas si compliqué que ça, si on demandait l'avis des jeunes. Mais les statistiques montrent que la plupart des jeunes, la majorité, considèrent qu'ils n'auront pas de retraite. Alors après, quand vous considérez que vous n'allez pas avoir de retraite, pourquoi voulez-vous vous bagarrer pour avoir une augmentation de la durée de vie au travail, etc. Ils ne sont pas concernés. Donc c'est quoi la solution pour les rassurer, pour les impliquer en fait, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se désimpliquent? C'est exactement ça, c'est-à-dire chaque mesure, par exemple si je prends le conclave là, de Bayrou, la première des choses c'est la position de la jeunesse sur ce thème-là. Et je peux vous garantir que ça permettrait à tout le monde de progresser, tout le monde. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Alors ça ne veut pas dire que les anciens prennent des emplois, mais ça veut simplement dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut, qu'on dépense 14% du PIB pour les retraites, c'est-à-dire le record européen, et que si on revenait à des choses plus raisonnables et plus justes, parce que les carrières hachées des femmes qui se retrouvent avec 6 000, 7 000 euros de retraite par mois, comment est-ce qu'ils vivent? 600 par euros, mois, oui, parce que par mois, 600, 6 000 par an. On ne peut pas vivre comme ça. Et donc, si on mettait tout ça sur la table, vraisemblablement, tout le monde deviendrait beaucoup plus raisonnable. Ceux qui disent, il n'y a qu'à augmenter, les Allemands le font. C'est pas vrai, les Allemands ne le font pas du tout. Ça fait partie des contre-vérités qui sont inventées. Mais les Européens retardent l'âge de la retraite, allongent la durée de cotisation. Pas tellement, et parce que vous savez, il y a toujours deux critères. Il y a le critère de l'âge légal et il y a le critère des annuités. Donc la durée de Par exemple, dans le système allemand, c'est les annuités qui sont déterminantes. Donc en réalité, personne ne part. Oui, mais si on met comme seul déterminant la durée, le nombre d'annuités, ça retarde de fait l'âge d'entrée. Il faudra retarder, bien entendu qu'il faut retarder. Mais il faut le faire dans des conditions d'acceptabilité, de justice. Il faut à la fois vraisemblablement poursuivre ce qui avait été la réforme Touraine et l'accélérer, et augmenter le nombre d'annuités, mais en prenant en compte la pénibilité, en prenant en compte l'âge où les gens rentrent sur le marché du travail, en prenant en compte le fait, en parallèle, que les toutes petites retraites avec lesquelles les gens ne peuvent pas vivre, il faut régler le sujet. Et là, il y a une idée, je trouve très maligne, qui consiste à se dire que le minimum vieillesse que vous ne pouvez toucher, qui est d'environ 1 000 euros, vous ne pouvez le toucher qu'à 65 ans. Moi, je décide qu'on le met à 60 ans. Ce qui permet aux femmes qui ont, mettons, 30 ans d'annuité, parce qu'elles ont eu des enfants, parce que c'était compliqué, qui étaient aux 2 tiers du SMIC, parce qu'elles étaient caissières dans un supermarket, à temps partiel. Voilà, etc. Eh bien, je veux dire, il faut pouvoir vivre. Une sorte de garantie, et puis cumulable avec de l'emploi. Et la dette publique, là on en parle beaucoup en ce moment, parce qu'on reparle beaucoup du budget de l'année prochaine, mais c'est quand même le problème des jeunes aussi. Il faut sensibiliser les jeunes à ça. C'était évidemment le problème des jeunes. La solution
il n'y a pas de solution, hein, il n'y a pas de solution évidente. Depuis que le monde est monde, c'est une bagarre entre ceux qui prêtent et ceux qui empruntent. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Et avec des faillites, pas en France. En France, la dernière faillite, c'est 1793, donc il n'y a pas eu de problème majeur. Mais la solution, c'est évidemment nous de modifier notre organisation de fonctionnement de l'appareil administratif. On prend toujours les exemples de l'école. Il faut évidemment décentraliser, essayer de totalement alléger tout ce qui est l'organisation. C'est vrai que Allègre avait cette formule malheureuse de dégraisser le mammouth, mais sur le fond, tout le monde sait que c'est vrai. Réorganiser les hôpitaux, donner beaucoup plus d'indépendance, etc. Baisser la dépense. Je vais remettre... Et ça, c'est pas simple. Hein. Voilà, c'est... Oui et non. Si on donne des perspectives aux gens, les universités ont fait ça, donc si on donne des perspectives, les choses se passent. Et puis allonger la durée de dette, allonger la durée de vie. C'est ce que tout le monde a fait, je veux dire. Et la durée de dette, c'est-à-dire quand on dette les dettes plus longtemps. Aujourd'hui en France sont environ en moyenne de 8 ans, il faut passer à 30 ans ou 40 ans. Ouais, sans crainte de ne pas pouvoir rembourser un jour. Si, vous remboursez, mais vous payez des annuités, vous payez... Mais les banques acceptent, il faut que les banques... Et vous êtes... Mais parce que ça calme le jeu, vous n'êtes pas en train de vous dire est-ce que Moody's va, cette nuit, dégrader... On retarde le problème, on retarde l'échéance. Oui, mais enfin, je veux dire, la vie, ça n'est qu'un report d'échéance. Bon, merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi. Donc ce livre, Un monde de violence et après, coécrit avec Michael Bérébi, qu'on embrasse, aux éditions Erol. Merci beaucoup Jean-Hervé. C'est moi qui vous remercie.